Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Rémi Florian, architecte, et je vous propose ici de découvrir les fondamentaux passionnants de la santé dans l'habitat. Pour cela, nous allons évoquer ensemble 10 clés que je vous offre ici pour habiter en pleine forme. Vous pouvez proposer à vos clients, si vous êtes un professionnel, ou à votre famille en tant que particulier, toute une série d'informations. La biologie de l'habitat, ou BDH, permet de faciliter les choix de santé dans l'habitat. C'est une science, c'est aussi un art. Et tout ça fait vraiment sens. Vous le verrez. Il permet de concevoir, de choisir et de réaliser les travaux dans une optique saine et en conscience. Nous passons 90% de notre temps entre les murs, 9 heures sur 10 sont passées à l'intérieur de notre domicile ou en milieu professionnel ou pédagogique, ou encore entre quatre murs, mais pendant nos loisirs. Donc, autant de raisons pour considérer que l'environnement, quand on parle de notre lien avec lui, on devrait vraiment le considérer principalement comme un environnement construit. Les maîtres d'œuvre ont été initiés sur tous les continents, ont fait des très belles choses. Plus près de nous, la géobiologie ou la baubiologie, la bioconstruction en Allemagne et en France ensuite ont été développées. J'ai moi-même participé pour cette approche BDH que je vous offre ici dès 1988 avec des partenaires qui ont été formés, qui sont maintenant actifs et qui se rassemblent sous le logo Biologie de l'habitat que vous voyez là. L'approche de la biologie de l'habitat, elle est concentrative, c'est-à-dire qu'elle part de l'extérieur vers l'intérieur, du lieu, du terrain d'abord, ensuite le cadre bâti et ensuite les aménagements qui sont à l'intérieur de nos zones de vie. Tous ces éléments vont avoir un impact sur l'équilibre et la santé globale des personnes qui occupent le lieu, mais aussi pour la planète. La première clé dans le grand domaine de la physique de l'habitat, c'est tout d'abord, on considère l'être humain comme une personne dans une globalité, avec un corps matériel, bien sûr, un environnement et un confort physique et matériel, mais aussi biologique. Biologique, c'est toutes nos fonctions internes, le système autonome, les glandes, nos réflexes et toutes nos parties, nos neurotransmetteurs, etc., donc ils sont en lien avec notre biologie, en rapport avec l'environnement qui nous entoure. Et puis le troisième plan, c'est la psychologie, nos sentiments, donc ces trois plans, physique et matériel, biologique et psychologique. Le troisième plan étant notre lien plus personnel, plus intime avec l'habitat, avec notre lieu de vie, ces perceptions qui sont très importantes et qui participent à notre bien-être, à notre bonheur en général. Le bâtiment, nous le considérons comme une interface à l'intérieur de notre mère nature, dynamisée par 4 cycles fondamentaux. Le cycle de la terre, le cycle de l'eau, le cycle de l'air, dynamisé par les végétaux et le système bactérien des sols, et le cycle du feu, qui relie la terre, les profondeurs de la terre, au cosmos, en particulier au soleil. Nous puisons matière et énergie dans la biosphère. Elle est animée par ces 4 cycles. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça se passe à l'intérieur même du bâtiment, puisque là, bien entendu, ça va être très important de voir s'il est transparent à ces cycles ou si finalement, eh bien, il y a des blocages au niveau de la structure, c'est-à-dire que ce qui nous entoure ici crée des freins au passage des cycles, ce qui est à éviter, bien sûr. De même, à l'intérieur du bâtiment, on fera en sorte que les pollutions soient limitées autant que possible. La clé numéro 2, c'est comment on va faire pour choisir ces matériaux bio. Évidemment, c'est très important. Il faut qu'on ait des outils pertinents pour ça. Et donc, on va voir tout de suite que c'est en lien avec ce que nous venons de dire tout à l'heure. Les matériaux seront transparents au cycle, donc cyclables par la terre en fin de vie, transpirants, c'est-à-dire laissant passer les vapeurs d'eau, respirants,
tout en restant étanche au vent, à l'instar de notre peau, et puis perméable au rayonnement naturel également, bien sûr. Cet ensemble-là est à considérer comme notre troisième peau. Les parois du bâtiment sont cette peau, la première étant notre peau biologique, la deuxième étant la peau, on va dire, qui est faite par nos vêtements, et puis la troisième peau qui concerne globalement notre habitat. À propos d'énergie, on s'intéresse beaucoup en biologie de l'habitat aux énergies grises, celles qui sont cachées, celles qui participent à la fabrication du matériau avant même qu'il soit utilisé sur place. Ici, pour faire 1 mètre cube de béton armé, eh bien, nous allons avoir une dépense de 1850 kW. C'est intéressant à comparer avec une structure bois qui n'en dépense que 180 et bien évidemment pollue d'autant moins, puisque les énergies sont toujours liées dans les fabrications à de la pollution sur les 4 cycles également. Les isolants renouvelables, ce sont ceux qu'on va choisir parce qu'ils sont champions de l'énergie grise. Vous voyez qu'ici, un polystyrène extrudé va représenter 850 kWh en moyenne par mètre cube de produit, quand un liège expansé n'en aura que 90 de coût, on va dire, énergétique, et une fibre végétale, cellulose, paille, chanvre, lin, etc. Il y en a beaucoup maintenant qui sont développés par les fabricants, eh bien, n'en dépensera que 10. Voilà, donc ici, un exemple d'un écorché utilisant ces grands principes avec structure bois et isolants végétaux et habillage bio compatible. Un exemple d'un chantier, ici c'est un habitat participatif avec des extérieurs, les intérieurs. On voit ici la gestion de la lumière grâce à des stores extérieurs, la lumière et la chaleur en toute saison. Donc un aspect, une solution bioclimatique dont on va reparler bientôt. Ici une vue de ce que peut donner un intérieur avec un mix entre le végétal et le minéral, les enduits, etc. Je vous montre d'ailleurs ici les minéraux, la terre crue, les peintures aux oxydes, les plâtres sablés pour donner de la structure. C'est les glaciers à la chaux, le décor mural directement, un enduit à la chaux, et puis une chape cirée par exemple. Autant de choix qui rentrent dans le cadre de la biologie de l'habitat. Les flux et la santé dans l'habitat, les flux vont concerner tout ce qui circule à l'intérieur même du cadre bâti. On va les choisir respectueux de la santé et la première chose qu'on va faire, c'est la sobriété. On va d'abord isoler au maximum, chasser les ponts thermiques. C'est très connu, c'est vraiment un fondamental maintenant, on ne peut plus s'en passer et c'est très bien. Consommer moins, c'est plus lié, on va dire, à la façon dont on va gérer notre vie à l'intérieur du bâtiment. Il peut y avoir des grandes différences selon les familles. Donc, apprendre à moins consommer, utiliser les offres de la nature, se chauffer par le soleil, par la terre, tempérer gratuitement notre air neuf, produire notre électricité, etc. Et puis, installer des solutions saines globalement pour l'électricité, la gestion des ondes électromagnétiques dans l'habitat, le sanitaire, le chauffage, la ventilation seront choisis biocompatibles. Je vais vous mettre ici quelques exemples pour la bioélectricité. On va utiliser du câble ou de la gaine blindée, pardon. On va aussi choisir de mettre en place pour les chambres à coucher des interrupteurs de champ au tableau électrique directement pour protéger la nuit de toute pollution. Et puis, on va faire des installations électriques pour améliorer, on va dire, la réponse biologique à l'intérieur du bâtiment. Gérer la Wi-Fi, surtout la nuit, et câbler nos réseaux en intranet plutôt que d'utiliser des solutions sans fil. Dans le deuxième champ, qui est lié à la biologie dans l'habitat, nous avons la 4e clé, et on va commencer tout de suite par la bioclimatique du site. On va faire toute une démarche pour repérer les courses solaires, en premier, avec les levées et les couchers solaires d'été et d'hiver, qui donnent des axes intéressants. Avec les vents dominants aussi, on a ici une rose des vents qui est inscrite au centre de ce schéma, les précipitations avec les axes de pluie,
et puis les atouts des sols, l'inertie, l'albédo, autant de choses qui sont très utiles ensuite en conception et qui nous donnent des façades très différenciées avec des zones froides, sèches, chaudes, humides, vont être utilisées par le concepteur. Pour ce qui concerne les apports renouvelables, on va avoir ici pour l'air, par exemple, une éolienne de toit. Pour capter l'énergie de la terre, un puits canadien minéral, ici en terre cuite et non pas en plastique, pour préserver la qualité de l'air que nous respirons. La récupération d'eau de pluie pour l'eau, pour le feu, soleil, des capteurs ici pour fabriquer l'eau chaude en solaire thermique, du photovoltaïque ici en tuiles adaptées ou en panneaux, comme ici. Nous allons évaluer la qualité du site. Alors, évaluer la qualité du site, c'est s'intéresser à sa géologie, à ses profondeurs, repérer les fractures de sol. On a aussi sur les cartes géologiques. Dans tous les cas de ces singularités relevées, nous allons éviter de positionner des zones de séjour prolongé comme les lits, les tables de travail, les fauteuils de repos, etc. Donc, ce sont des points importants à préserver. De la même façon, on fera attention aux eaux circulantes dans le sol. On voit facilement, bien sûr, les eaux en surface, mais en profondeur, les eaux sont beaucoup plus importantes et on oublie qu'elles circulent soit dans des veines d'eau, soit carrément dans des nappes sous forme de courants phréatiques. On fera bien sûr attention à ces axes de circulation qui ont un impact biologique important. La sixième clé, c'est comment on va faire pour analyser le terrain. Eh bien, tout simplement, on a des moyens, des appareils géophysiques. Nous allons apprendre à observer la nature, à aussi nous servir de nos capteurs sensitifs naturels avec, comme le faisaient les anciens, le prolongement du corps avec un instrument en position limite qui va marquer par le système autonome, justement, par nos réflexes, une réaction corporelle qui va être amplifiée par l'appareil, par exemple ici sur une faille. Et les végétaux, en particulier les arbres fruitiers qui sont très sensibles, vont de préférence développer leur couronne justement dans une zone qui est favorable pour la production de leurs fruits. Comment on va faire donc pour révéler tout ça? Eh bien, on va marquer la radioactivité et le champ magnétique. Vous avez ici les deux exemples, avec un magnétisme singulier en fond de terrain ici, une zone qui apparaît neutre en radioactivité à cet endroit-là, et puis des tests biologiques, on va dire, des tests sur les personnes ou de réactions musculaires, avec un protocole soigné et à respecter pour avoir des choses qui sont reproductibles et efficaces. Et donc, on marquera tout ça. On a ici des exemples d'une ligne de faille humide ici avec une zone dépressionnaire que vous voyez là, ou qui a fait d'ailleurs se pencher le cerisier à cet endroit-là. Et donc, des courants d'eau. Vous en avez un ici, un courant d'eau là, un autre ici, avec une zone qui apparaît sympathique, d'autant plus qu'on a une dorsale d'équilibre biotique et puis un axe vitalisant qui se croise ici, donc qui donne un cœur vraiment conseillé pour la maison, qui finalement donc a été positionné, a été conçu à cet endroit au lieu d'ici où c'était initialement prévu par les propriétaires du terrain. La clé 7, c'est choisir et soigner les zones de vie. Donc, soigner les aménagements, conception, aménagement, transformation, rénovation, autant de cas dans lesquels finalement il sera très important de bien placer les zones de vie. Ici, vous avez un exemple d'un enfant qui était situé vraiment dans une zone vraiment difficile, avec une amplification métallique, avec une pollution au chevet, avec un croisement de réseaux, avec une ligne d'eau en sous-sol, dans le terrain, donc un endroit qui n'était pas du tout adapté. Et évidemment, là, notre proposition a été de placer de préférence ici
de même que pour la table de travail, pour qu'elle soit placée idéalement. On va limiter les pollutions, on va gérer l'allergie aussi autrement avec les principes de la biologie de l'habitat. Et puis, tout ça est valable en habitat privé, bien sûr. Je vous montre des exemples, une chambre à coucher, etc. Mais c'est vrai aussi professionnellement dans les bâtiments publics, dans les zones dans lesquelles les gens travaillent. L'analyse biotique, elle est bien sûr multicritère. Elle va se faire à la fois sur le plan physique, matériel, sur le plan des réactions biologiques et sur la psychologie pour que l'ensemble soit bien complet. On retrouve là les 3 plans sur lesquels nous fonctionnons, qui font partie de nos outils. Nous passons à la psychologie dans l'habitat, la clé 8. Nous avons vu toute une série d'outils à la fois sur le plan matériel, sur le plan biologique. Maintenant, sur le plan psychologique, nous avons tout intérêt aussi à acquérir de l'efficacité et à aiguiser nos outils, donc à libérer nos motivations, débusquer nos croyances cachées, desserrer nos freins psychologiques qui sont importants souvent, gérer notre stress pour apprendre à conseiller de façon efficace et aussi à percevoir les énergies subtiles, bien nous connaître au niveau de notre carte cérébrale, notre carte sensitive, comment nous percevons les choses, et améliorer notre créativité, notre intuition en transmutant nos fonctionnements intérieurs, en gérant l'énergie de la peur, et puis notre intuition perceptive, donc nos perceptions, j'en ai parlé tout à l'heure, et la créativité pour faire des projets ou donner des conseils ou faire des choix pour soi-même, pour la famille, intelligents. On va décoder notre subconscient, apprendre à utiliser le sommeil, le rêve lucide, l'auto-hypnose et autant d'outils que nous développons dans nos cours. Donc sur cette partie, ce 3e plan qui concerne la psychologie dans l'habitat, avec un circuit de l'intuition pour finaliser donc tout ce travail. Et nous passons à la clé 10, qui concerne l'harmonie du lieu, clé dans laquelle nous allons apprendre à harmoniser le lieu, utiliser les harmoniques de forme qui mettent le bâtiment en résonance avec l'équilibre des zones de vie en fonction des énergies du lieu repérées lors de l'analyse, la symbolique et la géoponcture. Je vous montre un petit exemple, de même que pour les proportions universelles et les dynamiques solaires ou lunaires, la lumière et les couleurs, avec ici un exemple de tracé de quadrilatère solsticial qui donne un rapport en fonction des levées et des couchers solaires, une géoponcture, une pierre posée comme une aiguille d'acupuncture sur un point particulier. Il peut y en avoir plusieurs sur le même terrain. Tout dépend du travail qui est à faire. Une symbolique aussi qui correspond aux personnes. Et puis tout un paysager autour, c'est souvent très beau. Autant de solutions qui finalement permettent au concepteur de mettre en place tout son travail qui peut être extrêmement varié, comme vous le voyez ici, et qui tient compte de toutes ces opportunités offertes par le lieu et par les personnes. Un exemple ici de tracé régulateur, c'est un art qui nous connecte directement à la nature. Ici, toutes les proportions universelles et en particulier là l'usage du soleil avec une coudée d'été. Ce que je voudrais simplement préciser ici, c'est que les baies vitrées que vous voyez ici, que je suis en train de vous surligner en vert, ont été arrondies pour capter la course solaire. Et la valeur d'arc que vous voyez ici en rouge est liée au soleil, donc à la course solaire locale. Voilà ce que peut donner l'image de la façade. On est dans le même habitat participatif que je vous ai montré tout à l'heure, avec une symphonie, on va dire, qui est jouée par le soleil et un instrument qui est accordé à cette symphonie par les harmoniques utilisées dans la conception. Vous pouvez lire pour approfondir, bien sûr, Médecin des murs, dont je suis l'auteur, vous rendre sur notre site bioespace
Et puis, évidemment, si vous souhaitez approfondir, si ces sujets vous plaisent, vous voudriez acquérir la capacité de conseil pour savoir comment repérer les singularités, comment mettre en valeur les outils, les atouts du lieu, choisir les matériaux sains qui sont adaptés à la situation, appliquer les secrets des flux, du réel confort biologique, on en a parlé, on l'a évoqué tout à l'heure, avec tout ce qui circule dans le bâtiment et qui peut être polluant, favoriser l'habitat économe, autonome, positif, équilibrer une zone de faible vitalité, booster finalement le bâtiment, c'est vraiment un élément essentiel. Savoir faire cette harmonisation, c'est vraiment un outil très utile. Alors, si vous voulez devenir une personne ressource, vous voulez approfondir, acquérir des compétences, un savoir-faire, c'est très accessible avec nos cours vidéo. Ils sont faits pour vous, ils vous permettront de nourrir votre activité professionnelle ou un usage personnel et familial si vous construisez ou si vous êtes amené à donner des conseils à vos proches. Approfondissez, intégrez la biologie de l'habitat dans votre quotidien. Vous vous en féliciterez. Merci pour votre attention et je vous propose d'emblée de rejoindre, donc de cliquer sur le lien qui est en bas de cette vidéo. Voilà, merci à vous et je vous dis à très bientôt.